Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Nancy Marcil. Cette semaine, on vous fera connaître le studio de sculpture L'Atelier 213 et l'organisme de soutien à domicile pour personnes âgées. On reçoit en studio le prodigieux compositeur, arrangeur et violon solo de l'Orchestre symphonique de Laval, Antoine Bareil. On parlera du comité soupe populaire des étudiants de l'école Curé Antoine Labelle et l'édition 2016 de la semaine des popotes roulantes. À notre chronique techno, Jean-Philippe Leroux va nous faire découvrir un bandeau qui lie les ondes cérébrales. Cassandra Prainville nous parle de l'utilité des services de l'urbanisme de Laval. Notre caméra s'est rendue visiter le jardin de famille de Fabreville et notre critique cinéma, Nicolas Vincent Poirier, a vu pour nous le plus récent film réalisé par Steven Spielberg qui met en vedette Tom Hanks, Le Pont des Espions. Il nous dira si ce film est à la hauteur des précédentes collaborations entre ces deux hommes. L'édition de la semaine du 6 mars 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, je reçois Constance Rivard et Claudine Dubé de l'organisme de l'Atelier 213. C'est pas facile à dire, hein? L'Atelier 213, c'est un organisme de sculpture. On peut voir avec ce que vous avez apporté aujourd'hui. Pouvez-vous nous en parler? En fait, vous êtes les directrices de l'organisme. Oui. Qui est un organisme à but non lucratif pour la sculpture. Oui. Donc, l'Atelier 213 est chapeauté par la Ville de Laval qui nous fournit nos locaux tout près de la maison André-Benjamin Papineau, sur le boulevard Saint-Martin. OK. Ça, c'est au 51 boulevard Saint-Martin-Ouest. Oui. Et Près là, de la 13, oui. OK, tout près de la 13. Et là, ça, c'est quoi en gros? Vous avez un atelier, vous avez des membres qui sont sculpteurs. Comment ça fonctionne? C'est des sculpteurs, je pense que vous m'avez parlé un petit peu plus tôt, c'est des membres qui sont expérimentés pour être membres de cet atelier-là. L'Atelier 213, c'est en premier lieu un atelier qui offre aux sculpteurs un lieu de production, OK. Création. de création. C'est un atelier. OK. Et donc, vous, dans le fond, vous fournissez les matériaux, les locaux, outils. les outils, OK. un lieu de partage. On a même une cuisine. OK. Puis, c'est ça. C'est un lieu où les gens peuvent créer des œuvres qui vont exposer éventuellement dans les lieux de diffusion qu'on trouvera à Laval ou ailleurs. Parce que ça, c'est difficile d'avoir, l'espace pour travailler des sculptures. J'imagine, là c'est des petites tailles, mais il doit y avoir aussi des... Oui. On a, à l'intérieur de l'édifice, on travaille des sculptures de petite taille, mais on bénéficie aussi sur le terrain d'une grande dalle de béton qui est couverte, sur laquelle on peut travailler les pièces de grande taille, les pièces monumentales. OK. Et présentement, où est-ce qu'on peut retrouver les œuvres d'art qui ont été créées par vos membres? Oh, présentement, il y en a sur des sites comme à Denham, au vignoble du domaine des Côtes-d'Ardoise, mais on ne peut pas visiter, Non, l'hiver. Présentement. Présentement, L'été, on peut les difficile. voir. L'été, on peut les voir. Il y a plusieurs de nos membres qui exposent à chaque été. Je pense qu'on est 25 ou 30 de nos membres qui exposons au domaine des Côtes-d'Ardoise à Denham. Et il y en a aussi une autre vingtaine qui exposent au domaine des Côtes de Vaudreuil à Vaudreuil. Et là, pour être membre, comment ça fonctionne? Là, il y a des membres, il y a un coût. Il y a un coût pour être membre aux ateliers 213? Oui. En fait, l'Atelier 213, c'est un atelier professionnel et semi-professionnel. OK. La plupart de nos membres sont membres du Conseil de la sculpture du Québec, mais aussi du RAV. OK. Alors, on a de plus en plus, on a une reconnaissance professionnelle de nos pairs au Conseil de la sculpture du Québec. Ce que je voudrais signaler, c'est qu'à l'Atelier 213, on a 3 matériaux qui sont le plus travaillés, qui est la pierre. Là, c'est ce qu'on a ici, là. De la sculpture sur pierre, oui. De la fonderie. On fait des sculptures de bronze et nous faisons aussi, depuis quelques années, nous coulons de la pâte de verre. OK. Puis ça, c'est ce qu'on a ici, je pense. Oui. OK. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux matériaux. On se donne des ateliers communs en fibre de verre. On se donne des formations. Fibre de verre, différents bétons. On travaille le métal. On travaille différents matériaux et on s'outille collectivement. OK. C'est ça le but de l'atelier. On se permet de s'acheter des matériaux qu'on ne pourrait pas se procurer normalement, c'est trop dispendieux, individuellement. c'est ça. Oui, OK. Comme des compresseurs, on a des gros compresseurs, on a
une machine à, comment on dit en français pour sandblast, là, le jet de sable. Jet de sable. Jet de sable. Oui. C'est ça. Puis il y a des outils aussi, on a d'autres outils, là, une machine. Mais c'est surtout la force du nombre qui crée. Donc, vous invitez à avoir des nouveaux membres, peut-être qu'ils ne connaissent pas cet endroit-là. Pour devenir membre, là, en fait, il faut avoir une expérience en travail 3 dimensions. Okay. Alors, on peut présenter une demande via notre site Web, présenter des photos de ce que les gens ont fait. Et là, on analyse le dossier, on voit si la personne a une certaine formation puis est capable de travailler en 3 dimensions. Puis là, bien, si la personne, on accepte sa candidature, à ce moment-là, elle est en probation pour une période d'1 an. Okay. Elle doit aussi suivre une formation de familiarisation avec nos lieux puis nos outils. Puis après ça, bien, la personne peut venir à l'atelier 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, aux heures qui lui conviennent pour travailler les matériaux qu'elle veut bien. Et là, c'est votre 35e anniversaire déjà, que ça existe depuis, je pense, c'est-tu 78? 79. On est un petit peu en retard pour fêter notre 35e. Okay. C'était en 2015. C'était notre 35e anniversaire. Et là, vous allez peut-être préparer quelque chose à ce niveau-là. On n'a pas tous les détails présentement. Non, il y a un petit comité qui a été mis sur pied qui va travailler à organiser l'événement et des festivités. Là. On aimerait bien inviter des anciens membres, en tout cas, retrouver des anciens membres qui sont âgés maintenant et qui ne font plus de sculpture, mais quand même, ce serait de belles retrouvailles. Puis, je ne sais pas trop, peut-être des petites surprises. L'été dernier, en parlant de diffusion, on a profité du 50e de Ville de Laval pour avoir un objectif commun et un atelier où on a réalisé 14 sculptures géants qui ont été moulés sur des vraies personnes. Qu'on a vu sur le site à ce moment-là. À la place du 50e, les 14 coquilles vides humaines qui représentaient les 14 municipalités attablées autour d'une table qui avait la forme de l'île de Laval. Ça nous a donné la chance de se faire connaître, des milliers de personnes qui sont venues à chaque spectacle qu'il y avait sur la place du 50e. Alors là, on s'est trouvé un lieu de diffusion particulier à Laval. Et là, vous aimeriez en avoir d'autres? Évidemment. Pour voir vos œuvres? Oui. Donc, c'est un petit peu l'appel que vous faites aussi aujourd'hui. Un, pour faire connaître, mais aussi avoir d'autres endroits. Donc, quelqu'un qui serait intéressé, un endroit où on pourrait exposer ça. Oui. Ça? Parce qu'on a beaucoup de sculptures monumentales qui sortent de Laval, qui s'en vont à Lac-Mégantic, qui s'en vont un peu partout dans les symposiums, parce que c'est là qu'on peut diffuser. Oui, c'est ça. Ça manque à Laval, les lieux de diffusion. On peut malheureusement pas exposer à la Maison des Arts. Bon, on pourrait, là, mais en tout cas, c'est une longue procédure. Puis en groupe, c'est difficile. C'est plus sur une base individuelle. Mais pour exposer en groupe, ce serait bien qu'on puisse trouver un lieu de diffusion. On a des sculptures de petite taille, ça peut être facile. C'est facile à déplacer, bien que ça peut être lourd, là. Donc là, vous invitez les membres, des nouveaux membres à entrer dans votre groupe, peut-être d'aller voir, peut-être aussi l'endroit. Donc, on a dit que c'est au 51-51 boulevard Saint-Martin-Ouest. 50. Moi, j'ai 51, en tout cas, on va peut-être le mettre à l'écran de toute façon, la bonne adresse. Et aussi, vous avez un site Internet sur lequel on peut trouver vos informations. Et poser sa candidature pour devenir membre, évidemment. Exactement. Bien, bravo, c'est un bel organisme. Je suis certaine qu'il y a des choses extraordinaires que vous faites, comme ici. Juste peut-être les nommer. Ici, on a le bois, on a le... Ici, c'est une pierre, ça. C'est une pierre? C'est une pierre. Qui vient de l'Indiana. C'est de l'Indiana. Ici? C'est de la pâte de verre. Et? Un bronze. Un bronze. Bien, merci beaucoup pour votre visite ici aujourd'hui. Bien, merci à vous. Merci. Pour nous parler des derniers spectacles de la programmation du 30e anniversaire de l'Orchestre symphonique de Laval, nous avons le plaisir de recevoir le violon solo de cet orchestre, qui est également un grand arrangeur et compositeur de talent, Antoine Bareil. Bienvenue à Laval et compagnie. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Rémy. Ça me fait plaisir aussi. D'abord, avant de parler de la programmation de l'OSL, je veux que vous parliez un peu de vous. J'ai fait des recherches et j'ai vraiment été très étonné par votre parcours. Quoi dire? En fait, que je suis un trifluvien. À l'Orchestre symphonique de Laval depuis déjà 3 ou 4 saisons. Beaucoup de concerts en solo, musique de chambre avec ma conjointe Valérie Milot, qui est harpiste. Alors, de la musique, on en mange à la maison. Et puis, c'est toujours un bonheur de venir voir
notre public à Laval. Bien sûr. Donc, Conservatoire de musique de Laval, c'est ça? De Trois-Rivières. De Trois-Rivières, en fait. excusez-moi, oui, effectivement. Oui. Puis ensuite, Salzbourg? Un petit parcours à Salzbourg, en Autriche. Ouais, 2 années, bien rempli là-bas. Et puis, j'avais le mal du pays, comme on dit après. Alors, je suis revenu ici. Un violon solo, c'est un premier violon? Est-ce que c'est la même chose? Oui, on peut dire premier violon. On dit Concertmeister en allemand. Donc, c'est vraiment le numéro 2 de l'orchestre, je vous dirais. C'est celui qui transmet les informations du chef d'orchestre à la section des cordes ou au reste de l'orchestre qui va donner le la lorsqu'on s'accorde. Alors, une position, oui, protocolaire, mais qui apporte son lot de responsabilités, entre autres les coups d'archet que le violon solo détermine. Alors, on sait qu'avec l'archet, on va aller en bas ou en haut. Alors, c'est de déterminer qu'est-ce qui sert le mieux la musique. En fouillant sur votre biographie, on s'aperçoit que vous jouez sur un légendaire violon du luthier français du 19e siècle, Jean-Baptiste Villon, mais vous avez un archet aussi de François-Nicolas Voirin de la même époque. On vous a prêté ces instruments. Tout à fait. Pouvez-vous m'expliquer un peu l'origine? C'est un homme, M. Dubois, qui a une compagnie à Drummondville qui s'appelle Canimex, qui est un maniaque de musique, un grand mélomane. Et puis, son dada, c'est de collectionner les instruments rares, les instruments anciens comme ça. Et il en fait profiter des jeunes musiciens. Puis celui-là, en tant que tel, c'était au départ, il copiait un peu Stradivarius. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que j'en sais, c'est que c'était à l'époque celui qui avait le plus gros atelier de lutherie en Europe. Et puis, il aurait acheté, à ce qu'on raconte, des stocks de bois de Antonio Stradivari. Ce qui fait que certains de ces instruments, qui sont déjà à l'époque, on fabriquait des copies des grands luthiers comme Stradivarius ou Amati. Alors, certains des stocks de bois de Antonio Stradivarius se seraient ramassés un dos de violon dans ses propres créations. Ouais. Et Angèle Dubois elle-même, est-ce que je me trompe en disant ça? Angèle joue sur un Stradivarius, elle, j'ai oublié son nom, Okay. mais c'est vraiment dans Donc, une belle gamme d'instruments. Quand on travaille sur un instrument comme ça, parce que c'est un instrument de travail, oui. C'est un grand privilège. Ah ben tout à fait. Moi, je touche du bois, c'est le cas de le dire. Mais c'est 2 fois plutôt qu'une, parce que son propriétaire s'appelle Dubois. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir jouer avec un instrument comme ça. Souvent, je raconte que au lieu d'avoir, disons, 20 crayons de couleur avec un tel instrument, c'est comme si on avait une palette beaucoup plus large d'une centaine de crayons. Parlez-moi de votre directeur musical, votre maestro Alain Trudel. C'est comment jouer sous lui? Ah, c'est fantastique. Hein? Alain Trudel est, au départ, un grand tromboniste, un musicien qui excelle dans plusieurs styles musicaux. Donc, de pouvoir partager sa vision de la musique avec lui, c'est vraiment également un grand privilège. Beaucoup de plaisir qu'on a ensemble. C'est combien de musiciens en tout, l'OSL? Oh, ça doit être une quarantaine de musiciens, certainement, 40-50 selon les programmes. Et vous divisez avec Quartango et les violons du roi? Oui. Fait que vous travaillez tout le temps? Bien, beaucoup. Autre raison d'être heureux, c'est que oui, chaque semaine est différente, des styles variés, des groupes de musiciens fantastiques, des collègues hors pair. Alors oui, je suis vraiment très chanceux. OK, on va décliner un peu les 3 derniers spectacles de la saison. Oui. Ça a été une saison riche, n'est-ce pas? Absolument. Le dernier concert qu'on vient tout juste de faire, c'était Les Planètes de Gustav Holst. Alors, une œuvre grandiose, magistrale, et puis également la suite des thèmes de Star Wars. Alors ça, c'est du bon un rare plaisir. Oh, ouais, du bonbon. Donc, oui, il reste trois magnifiques événements à la saison. D'abord, il y a les chambristes. Oui. C'est ça? Oui. Alors là, c'est de la musique jazz. Musique jazz. Alors là, vous allez avoir la chance d'entendre justement Alain Trudel au trombone et puis Gene Dinovi au piano, qui est une légende vivante, qui a joué avec Tony Bennett. Alors vraiment, un grand pianiste jazz. Alors, de réunir ces deux musiciens-là, ces deux individus, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Ça Donc, sera à Mont-la-Salle, je pense. C'est ça, exactement. Ouais. Ensuite, l'autre spectacle, c'est... ça va être le Requiem de Verdi. Dans la série des classiques. Oui, alors ça, c'est le 27 avril à l'église Sainte-Rose de Lima de Laval. Alors, une église à l'acoustique fantastique, là où on a eu la chance d'enregistrer notre dernier disque sur les musiques de Respighi. Alors, ça va avec un chœur, avec beaucoup de musiciens sur scène, une œuvre grandiose. Alors, quelque chose vraiment
de très imposant. Ça devrait être magnifique. Et le dernier, mais non le moindre, à la salle André-Mathieu. Oui. Alors ça, c'est le concert qui va fermer la saison. C'est la 5e de Beethoven. 5e de Beethoven, une symphonie que tout le monde connaît, qui est toujours, moi, c'est ma préférée, au risque d'être pas très originale, là, des 9. Je trouve que c'est vraiment l'incontournable. Oui, hein? Ça demeure de la musique vraiment formidable. Et puis, il va y avoir Anne-Julie Caron, qui est une marimbiste, qui va venir, qui vient nous voler un concerto de violon. Absolument, c'est vrai. Et c'est très rare qu'on substitue le marimba au violon. Tout à fait. Moi, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Anne-Julie, qui est une amie personnelle, qui va venir interpréter Introduction et Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns. Mais il me semble c'est que bien c'est ça. Oui, en plein ça. Puis ça, c'est au mois de mai. Oui, alors... À la salle André-Mathieu. Le 17 mai, pour être plus exact. OK. Je donne les coordonnées parce que si vous voulez avoir des informations ou acheter des billets, les billets, on peut les trouver en ligne à osl.qc.ca. Sinon, par téléphone 450-667-2040 ou sinon, si vous voulez avoir des renseignements sur la programmation, vous faites le 450-978-3666. Puis sinon, allez faire un petit tour sur antoinebareil.com. Bien intéressant, des extraits de musique et de vidéos qui m'ont permis de découvrir à quel point on est chanceux ici à Laval d'avoir un si grand violoniste. Eh bien, fantastique. Il y a le site d'Internet de Laval, de l'Orchestre symphonique de Laval, évidemment, à visiter. osl.qc.ca. T'en fais ça. Merci, Antoine. Merci, M. Rémy. Merci. Premièrement, je veux juste tous vous remercier d'être ici aujourd'hui. Quand Laurence, Samantha et Christelle sont venus me voir à mon bureau pour me parler du projet, je me suis dit, quelle belle relève qui vient dans mon bureau nous parler d'un si beau projet. Comment ça a commencé l'histoire de la soupe populaire Curé Antoine Labelle? Alors, pour vous dire, il y a quelque chose qu'on fait à Curé Antoine Labelle qui met des projets sur pied, c'était le sommet. Cette idée m'est venue dans le sommet. À chaque année, début septembre, on se rencontre dans une école, Horizon Jeunesse, puis on parle de certains projets qu'on aimerait réaliser. Donc, ça m'est venu en tête, mais premièrement, je ne pensais pas que ça serait réalisable. Donc, j'en ai parlé à une prof qui était vraiment dévouée, Mme Boulos, puis tout d'un coup, elle était partante. Ensuite, j'ai mon bras droit, Samantha Congé. Elle aussi, c'est une personne qui me supporte vraiment dans mes projets, donc elle a dit oui, je suis avec toi. Ensuite, notre petit trio, bras gauche, Laurence Trudel. Nous faisons partie du conseil des élèves. Puis ces deux filles-là ne m'ont pas lâché. Elles ont dit, OK, on est avec toi, puis on travaille. Puis depuis ce jour-là, on écrit notre projet, on fait nos arguments. Je ne vais pas oublier non plus les personnes qui m'ont aidé à réaliser le projet, qui m'ont dit, OK, voilà. Puis Christian, notre APSEC, c'est comme ça que le projet est venu. Vraiment, le projet est venu juste comme ça. Oui, on aimerait nourrir les personnes démunies à Laval. Oh, est-ce que c'est faisable? On ne sait pas encore, mais il ne faut jamais dire jamais. Puis on l'a réalisé, puis c'est notre deuxième année. Puis ça s'est venu comme ça grâce à nous, toi, dans le fond. Puis notre prof, Mme Boulos. Samantha, peux-tu nous parler un peu comment vous organisez l'activité? Eh bien, après que Christelle est venue m'en parler, j'étais toute contente. Je suis comme oui, pourquoi pas et tout. Et qu'on a fait la proposition au conseil des élèves, on a commencé à faire des plans et tout. Et surtout, ce qui était le plus important, c'était de trouver des fonds. Comment on allait financer le projet. Alors, grâce aux sous qu'on a ramassés à la Saint-Valentin, on a pu le financer l'an passé. Mais sauf que cette année, ça n'a pas été possible, étant donné qu'on change tout le temps d'organisme. Alors, on a fait une demande à l'ACRE et pour une subvention pour nous aider à financer le projet. Et ils nous ont accepté de nous donner environ $1 000, c'est ça? Oui. OK. À condition qu'on fait le projet avant le 1er mars et qu'on fait un kiosque de sensibilisation. Donc, depuis 2 mois déjà, début janvier, on fait des réunions tous les vendredis. On dit, on va faire ci, on va faire ça. Qui va faire ci, qui va faire ça. On a réparti l'argent. C'était vraiment une expérience fabuleuse, là. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui ne font pas de bénévolat, vous savez pas ce que vous manquez. Laurence, toi, peux-tu nous parler de l'organisme avec lequel la soupe populaire Curé Antoine Labelle travaille? Oui, alors nous, on travaille avec la soupière de Sainte-Rose, donc dirigée par Liette Massé et M. Régent Maillette. Donc, c'est ça, on travaille avec ces deux personnes-là qui ont parti, dans le fond, la soupière Sainte-Rose. Dans le fond, la soupière, ça existe depuis 20 ans, donc ça va faire la 20e année que ça existe. Dans le fond, eux autres, comment qu'ils font pour tout ramasser cet argent-là puis donner de la nourriture comme ça aux personnes un peu plus défavorisées. Dans le fond, ils n'ont pas de subvention.
C'est vraiment, ils vont chercher leur argent en faisant des soupers spaghettis, des soupers bénéfices, en ramassant des fonds le plus qu'ils peuvent. Et bien évidemment, ils bénéficient d'une très, très belle grande aide des épiceries, donc IGA, Métro, qui leur offrent beaucoup de nourriture. Voilà. Puis, dans le fond, c'est ça, la soupière, ça accueille plusieurs personnes, oui, défavorisées qui bénéficient d'un repas, donc à 4 fois semaine environ, mais ça accueille aussi des personnes qui ont peut-être des problèmes psychologiques, qui ont besoin d'un support moral, donc ils sont la bienvenue aussi. On accueille tout le monde, c'est ouvert à tous, on porte pas de jugement, puis on les respecte tous comme ils sont chacun. Donc ça, c'est pour la soupière. J'aurais juste une dernière question à vous poser rapidement à toutes les trois. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement de faire partie du comité Soupe populaire Cure-Antoine Labelle? Je recommence avec toi. En fait, moi, j'ai découvert vraiment plusieurs belles personnes. Oui, on est les 3 là-dedans, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui sont avec nous. On est à peu près 20. J'ai découvert plein d'autres belles personnes, plein d'autres beaux gens qui veulent autant donner que moi. Puis vraiment, le fait de voir les personnes à qui on donne la nourriture aujourd'hui, de le voir sur leur visage à quel point ils sont heureux, à quel point ils sont contents de tout ce qu'on a fait pour eux, ça fait ma journée, ça fait mon bonheur. Juste de voir à quel point ils sont reconnaissants. Moi, c'est ce qui m'apporte le plus dans ce projet-là, là, vraiment. Eh bien, moi, c'est un peu comme Laurence, effectivement. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas beaucoup m'intégrer. J'étais tout le temps isolée. Parler aux gens, c'était un peu effrayant. Et pourtant, quand j'ai fait ce projet-là, c'était juste magnifique. Les gens étaient là, ils parlaient avec moi, et puis j'étais comme « wow ». Comme il y a des gens qui ne font pas ça, et je me dis genre vous manquez quelque chose. Il faut aller plus vers les gens, venir les aider parce qu'ils ont besoin de cette aide-là et ça leur fait vraiment plaisir de le recevoir. Alors moi, je suis vraiment heureuse de faire cette action. Ça m'a beaucoup apporté, puis c'est sûr que l'année prochaine, je vais recommencer rendue à mon cégep avec ma meilleure amie. Ça c'est sûr et certain. Comme. Moi, je dirais personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est ma passion. C'est juste étonnant de voir que le bonheur ne résulte pas genre juste à l'argent. Ça résulte à des choses si minimes. Juste venir en aide à quelqu'un, ça te fait tellement du bien, puis ça te touche. Puis au moins, tu sais que, OK, j'ai pas été créée pour faire n'importe quoi. Je suis là pour une bonne cause. Donc, pour moi, c'est vraiment ma passion, un bonheur. Puis juste voir les autres sourire, ça te donne le sourire aux lèvres. Puis comme Laurence l'a un peu dit, c'est sûr que tu travailles avec des personnes que tu n'as jamais travaillé auparavant. Puis tu découvres de nouvelles personnalités. Puis tu en apprends. Parce que qui se ressemble, ça ressemble, on le dit souvent. Puis tu peux retirer des qualités d'une personne que toi, tu n'en as pas. Puis ça fait ta vie, ça fait ton chemin. Moi, j'adore ça. Bien, les filles, c'est la première journée de la semaine de relâche. Normalement, il n'y a pas de cours. Mais là, je pense qu'il y a des gens qui vous attendent dans la pièce d'à côté. C'est le temps d'aller servir le repas. Allez-y, les filles! Du 13 au 19 mars prochain aura lieu la 11e édition de la Semaine québécoise de la popote roulante. Pour nous en parler, nous avons la directrice générale du regroupement Les Popotes roulantes et autres services bénévoles, Annie-Michel Carrière. Bienvenue à la Vallée Compagnie. Une grande chum de mon chum Jean-Marie Lapointe. Ça devait rester entre nous. Ouais, mais bon, mais on va casser la glace mais de cette déjà, ça façon-là. casse la glace. Moi, je sais pas, je me dis, les amis de mes amis sont mes amis. Bon, mais ça me fait plaisir. Ça part bien, je trouve. J'ai un nouvel ami ce matin, ça me fait plaisir. Exactement. OK. Annie-Michel, parlez-moi du regroupement. Puis c'est quoi l'utilité d'avoir un regroupement, justement? Bien, le regroupement, on a quand même 150 membres, 150 popotes à travers le Québec. Et nous, l'intérêt, en fait, d'un regroupement, c'est de s'assurer que les membres échangent entre eux. Aussi, qu'on puisse faire parler des popotes, qu'on puisse démystifier un peu c'est quoi les popotes. Encore maintenant, quand je parle des popotes, les gens pensent encore des fois que c'est des food trucks. Oui, c'est des cantines. Hein? On pense souvent que c'est les cantines ou les food trucks. Exactement. En effet. Donc, de démystifier ça, puis aussi d'avoir des outils communs. C'est important d'avoir des outils communs pour les membres. Et la représentation politique. Là, je viens vous voir aujourd'hui, mais des fois, je vais aussi voir des ministres, des maires, etc., pour faire parler de nous et faire réaliser aux gens, puis bon, surtout à ceux qui donnent du financement aux popotes et au regroupement aussi, qu'on est un service essentiel. Absolument. Indispensable.
J'ai lu à quelque part, c'était quoi? 30 000 personnes, mais c'est sûrement plus que ça qui ont recours à une popote. C'est plus de 30 000 personnes à travers le Québec. On livre en fait plus d'1 million de repas à travers le Québec. Par année, à ce Par moment-là, année. c'est ça? Et on a en fait les services d'à peu près un peu plus de 9 000 bénévoles. Et ça fait 50 ans qu'on fait ça. C'est le 50e anniversaire. 50e des popotes. Des popotes roulantes. Au Québec. Il y en a combien à travers? C'est quoi, 300, mettons dit? Bien, ça? Membres chez nous, c'est 150, un peu plus de 300 à travers le Québec, effectivement. Vous l'avez dit, la question, c'est quoi la différence entre une cantine et une popote? Oui. Ouais. Bien, la popote, en fait, elle fait à manger et elle va livrer. De là, Donc, il y a une cuisine de base, il y a des bénévoles qui sont là, qui préparent des repas. Exactement. Il y a divers popotes. Il y a des popotes artisanales qui sont encore les popotes dans les sous-sols d'église. Il y a les popotes qui vont faire à manger et livrer. Et il y a les popotes aussi qui, elles, vont faire affaire avec des traiteurs, les CHSLD, les hôpitaux qui font à manger. Ils font pas à manger dans la popote même, mais ils vont requérir les services de l'extérieur. Okay. La clientèle, en général, ce sont des gens qui sont en perte d'autonomie, peut-on dire? Perte d'autonomie et des personnes qui ont de la difficulté à se nourrir convenablement. Vous pourriez ce soir ou tantôt glisser sur la glace et vous blesser. Et être seul, vous ne pouvez vous faire à manger, vous êtes en perte d'autonomie pour une petite perte de temps. C'est un cas rare, parce que sinon, 10 de votre clientèle. C'est un cas rare, mais encore là, il faut que la personne, elle appelle à la popote. La popote, si par exemple, elle peut se permettre de livrer des popotes à 30 personnes et que, je ne sais pas, moi en ce moment, ils ont 29 personnes, la personne qui a un problème ou qui vient de... peut prendre cette place-là. Appelle et là, la popote décide. Mais c'est sûr que s'il y a plein de demandes autres, ça ne sera peut-être pas... Et souvent aussi, la popote doit demander que la personne soit référée à un CLSC aussi. Ça. Et là, le CLSC analyse la demande et prend la décision. Et ça coûte de l'argent? Oui, c'est entre 3,50 et 9 dépendamment du type de popote. Et est-ce que tous les repas se ressemblent? Est-ce qu'on essaie d'avoir sensiblement le côté nutritif? Nutritif, c'est hyper important. On suit beaucoup au guide alimentaire canadien, ça c'est bien important aussi. Et il y a des popotes qui des fois vont... il y a différents types de repas réguliers avec de la viande, d'autres ça va être végétarien. On a même des popotes qui livrent des repas halal. Donc on s'adapte vraiment à la clientèle. De plus en plus... Et ça brise l'isolement, ça sert aussi à prendre des nouvelles des personnes aînées? Oui, tout à fait. Et en fait, notre thème cette année, c'est un repas, une vigie. La vigie, c'est beaucoup ça aussi. C'est que, oui, briser l'isolement, mais si par exemple une personne aînée vit seule et que la personne qui va livrer la popote réalise, elle arrive un soir, en fait, nous, c'est plus le midi, elle arrive le midi, elle livre le repas et elle réalise que la personne est par terre, est couchée par terre. C'est une forme de vigie où parce que la personne qui vit seule, une personne aînée qui vit seule a besoin des fois d'avoir la visite, entre guillemets, de quelqu'un. Et la popote roulante peut faire ça. Et par le repas qui est livré à la maison, effectivement. Bon, expliquez-moi, il y en a 46 à Montréal, des popotes roulantes, 42 à Montérégie, 28 dans la région Chaudière-Appalaches. On en dénombre 10 ici dans la région de Laval. Oui, effectivement. Est-ce que leur nombre est directement relié ou proportionnel à la demande ou aux initiatives des bénévoles qui ouvrent des popotes? C'est davantage... c'est deux choses. Je pense que c'est les deux. En fait, autant aux gens qui... C'est pas tout le monde... Mais en fait, il n'y a pas beaucoup... Comment je pourrais dire? C'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait un service de popote qui soit ouvert. Nous, au regroupement, on essaie de plus en plus de promouvoir ça pour que les gens soient intéressés à le faire et leur expliquer comment faire, comment chercher du financement, comment... donc, il y a les deux côtés. Il y a le côté aussi des gens qui ne connaissent pas le service. Donc, c'est pour ça que dans le cadre... Est-ce qu'il y en a assez en ce moment pour répondre à la demande? C'est peut-être un peu ça. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Laval, on est bien servi? Oui. Vous êtes très bien servi à Laval. Vous cherchez les bénévoles partout au Québec, mais comme vous vous adressez à la population de Laval? Bien, je ne pourrais pas vous donner un nombre précis, par contre, mais en fait, chaque popote a ses besoins particuliers. Ça prend quoi pour être un bon bénévole d'une popote? Beaucoup de choses. Comme? Un sens de l'humour. OK, c'est un bon départ. Il faut la générosité, l'ouverture, quelqu'un qui est autonome, qui est débrouillard, puis qui aime qui aime le monde. Oui, c'est ça. Et les personnes âgées, parce que c'est en majorité. Majoritairement, et tout à fait. OK. On est en campagne de recrutement en ce moment? Oui. Bien, par la semaine, nous, ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux gens que les popotes, ça existe, qu'on a besoin de vous, que les aînés, majoritairement, attendent de vous. C'est ça. Pas de bénévoles, pas de popotes. C'est ça, hein?
C'est la base même. C'est la base même. C'est ça. OK. Je vais vous donner les coordonnées. Popote.org, popote au pluriel.org. Oui. Sinon, il y a 514-382-0310, poste 205. Exactement. Hein? Ça apparaît au bas de l'écran. Et sinon, il y a une ligne 1-877-277-2722. Ça, ça apparaît au bas de l'écran. On a-tu fait le tour? Je pense que oui, mais appelez-nous, allez sur notre site web. On a plein d'activités intéressantes là, dans le cadre. Et Jacques Leroux, notre porte-parole. C'est vrai. Lui, c'était Passe-Montagne. Dans Passe-Partout, mais il est dans plein de téléromans, au théâtre aussi. Donc, oui. Merci, Annie Michel. Merci infiniment. La technologie n'a pratiquement plus aucune limite. Sommes-nous à la veille de pouvoir contrôler le cerveau et ses ondes pour pouvoir aider les handicapés, entre autres? Hein? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Philippe Leroux. Bonjour, Jean-Philippe. Donc, tu nous parles du bandeau capteur d'activité cérébrale. Qu'on appelle également serre-tête pour certains modèles. Écoute, en préparant... Serre-tête. Oui, ça fait drôle, mais c'est exactement le nom qu'on lui donne, bandeau ou serre-tête. En préparant cette chronique-là, au fur et à mesure que je la préparais, que je lisais, j'étais là, ah ouais, mais voyons, pour vrai, ça fait tout ça. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Je te parlerai de différents modèles, mais il y en a un qui est le plus concret, qui est déjà en vente. Et ça tombe bien, c'est un produit au Canada. Donc, lui, on peut se le procurer déjà en ligne ou dans un bon magasin d'électronique. C'est celui-là de 300 $, c'est ça? Exactement. Okay. 250 $ plus les taxes, c'est Muse. Je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire que les ingénieurs, les informaticiens, les experts en biomédecine se sont unis pour créer un produit du genre. Et dans ce cas-ci, bon, on parlait des handicapés tantôt dans l'introduction, mais dans ce cas-ci, ça sera plutôt un aide pour méditer, ton entraîneur de méditation personnelle pour ce de ce serre-tête-là. C'est-à-dire que c'est un capteur d'ondes cérébrales à la base. Et puis, pour nous aider dans notre concentration, dans notre calme, à gérer notre stress, on va avoir des exercices à faire. Ça y va de sessions d'environ 3 minutes par jour au départ pour voir un résultat. On peut y aller jusqu'à 12 minutes quand ça va bien. Et je te mets dans le contexte, tu le portes. Ce qu'on fait, c'est qu'on traduit notre état d'esprit par des sons météorologiques. Alors, ça peut passer d'une ambiance de plage à une ambiance, entre autres, je sais pas moi, de jungle. Un feu qui crépite, peut-être? Peut-être, mais si, en particulier, on est dans un état tourmenté, on pourrait entendre des rafales de vent. Puis là, là, on sait qu'il faut qu'on se calme. Et là, progressivement, justement, la machine va nous amener dans un état un peu plus serein en diminuant les sons pour essayer de nous calmer. Ça fonctionne, entre autres, de cette façon. Est-ce que des ondes alpha, machin... C'est tellement technique. Je sais qu'il y a 7 capteurs. Il y a 7 capteurs et on va le voir sur les images. Là, c'est basé sur le front et à l'arrière des oreilles. Et on dit que c'est relativement fiable. Bien sûr, il faut le maintenir en place, j'imagine, de façon fixe et que ça soit tenu correctement. Mais pour le reste, là, ça va fonctionner avec une application de ton téléphone cellulaire. Ça fonctionne avec la plupart des tablettes et la plupart des cellulaires. On va télécharger une application gratuitement qui fonctionne avec Bluetooth sur Google Play ou l'App Store. Et puis, on va faire comme ça des exercices à tous les jours pour nous aider dans la méditation. Et je lisais des commentaires sur le net. Il y en a maintenant qui disent carrément qu'ils ne s'en passeraient plus, que ça fait une différence. En fait, on dit que ça pourrait aider et influencer notre santé émotionnelle, physique et cognitive. Ça commence à être complet comme bébelle électronique. Parce que je trouve ça fou. Pour moi, c'est tellement un paradoxe que la technologie peut venir en aide à la méditation, la relaxation. Ça, c'est vraiment bizarre. Bien, ça peut nous aider à ne pas avoir besoin de consulter, à ne pas avoir besoin de prendre de médicaments. Mais donc, oui, à ce moment-là, ça devient un investissement. Et plein d'autres machines du genre. Je te parle régulièrement du CES, tu le sais, parce que c'est la manne de la technologie année après année. Et il y a comme ça des compagnies qui se sont distinguées. Je vais y aller rapidement. Brainco, entre autres, qui présente, c'est-à-dire son serre-tête, qui s'appelle Mind Control. Toujours le même principe, on capte les ondes cérébrales et tout. Et dans ce cas-ci, on pourrait arriver à faire fonctionner une main artificielle. Alors, on parlait d'handicapés tantôt, et ça pourrait avoir plusieurs autres fonctions, mais on donnait ça comme exemple. C'est des ingénieurs du MIT aux États-Unis qui ont créé celui-là, qui sera en vente pour le coût de 150 $ ou moins. Mais ce sont, dans ce cas-ci, des appareils qui restent encore à peaufiner là, et qui ne sont pas nécessairement sortis. Bref, une des fonctions possibles avec celui-là, j'y vais rapidement, il y en a d'autres comme ça. Entre autres, une compagnie coréenne qui s'appelle Lucid, celui-là. Il offre plusieurs choses et ça se veut des écouteurs reliés à ton ordinateur. Imagine-toi
qu'avec les yeux, on contrôlerait la souris de l'ordinateur et on cliquerait en clignant des yeux. Là, c'est complètement fou. Ça va loin. Ça va s'en venir jusqu'à des jeux vidéo qu'on contrôle avec les yeux. C'est drôle que tu dises ça. Cette compagnie-ci vise le jeu vidéo également. En même temps, je ne sais pas où serait le plaisir parce que si on n'a pas de contrôle, le moindrement, là, ça ne fonctionne même plus par les mouvements, juste avec les yeux. Je ne sais pas où on va être avoir. Fatigué, là, à un moment donné. Peut-être, on a joué des heures. Et cette compagnie-là voudrait sortir son produit cet été, vers juillet environ. Et on voudrait le développer pour également connaître l'état de santé psychologique de la personne qui le porte. Et puis, on pense que ça pourrait servir à des fins marketing, c'est-à-dire qu'on proposerait une publicité et on verrait où l'attention des yeux se porte et quel est le sentiment ressenti, les émotions que ça dégage. Ça pourrait là, avoir des impacts énormes, je trouve. Mais c'est complètement fou. C'est les ondes qui vont venir contrôler. C'est complètement... Puis dans ce cas-ci, on parle d'écouteurs. Donc, c'est dans le même principe, mais les capteurs et tout, j'ai pas vu d'image de ce modèle-ci en principe. Mais en fait, je pense qu'une fois que ça sera développé, on pourra tenter toutes sortes de possibilités. Rapidement, je veux dire qu'il y a d'autres exposants aussi qui ont présenté, eux, un produit qui est attaché à la personne, puis que ça peut diminuer les signaux de la douleur. On aurait justement, comme je disais tantôt, ne plus avoir besoin de prendre d'analgésiques, médicaments, surtout pour ceux qui ont des effets secondaires. Mais là, écoute, on contrôlerait la douleur. C'est complètement fou! Moi, je trouve ça fou, là, l'avancement de la technologie. Là, on dirait que ça n'a aucune limite. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière rapidement? Rapidement. OK. Te dire qu'il y a une compagnie, elle, qui s'appelle Nirvana. Ça a été présenté, ça aussi, au CES. Et eux, ils veulent multiplier le plaisir que l'on a en écoutant de la musique. C'est déjà plaisant d'écouter de la musique. Avec ce serre-tête-là, on aiderait le déclenchement de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, et on décrit la sensation comme complètement euphorique. Alors, tu écoutes ta chanson en portant ça, puis tu es dans un monde extraordinaire, tu flottes. Merci Jean-Philippe, ça donne une bonne idée du pouvoir créateur de notre cerveau et de nos pensées. Réfléchissez là-dessus. Salut, Amélie. Elle nous démêle un monde assez complexe, celui de l'immobilier. Elle a pour nom Cassandra Prainville et cette semaine, elle nous parle du service d'urbanisme et particulièrement de celui de Ville-de-Laval. Cassandra, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je vais faire un semblant que je ne connais pas parce que je connais quand même le sujet, étant dans une autre vie attachée à une ville comme conseiller. Mais on va tout de suite régler l'histoire. C'est quoi un service d'urbanisme? L'urbanisme, c'est la gestion des activités qui se déroulent sur le territoire de la ville. C'est-à-dire qu'il gère la gestion de l'émission des permis de construction, il gère aussi les constats d'infraction. Et en général, on peut dire qu'ils vont gérer qu'est-ce que les gens ont le droit de faire sur leur terrain. Mais toujours... Il y a des normes. Hein? Oui, il y a des normes, exactement, selon les types de zonage. C'est toujours en lien avec le zonage. Quand vous voyez une ville qui s'harmonise bien, c'est que le service d'urbanisme a bien travaillé. Parce que ce qu'on veut dans une ville, c'est avoir une certaine homogénéité. Exactement. Au niveau des formes, au niveau des couleurs, au niveau de la disposition. Donc ça, c'est le travail de l'urbanisme, qui est un travail très important. Oui. Ça sert à quoi l'urbanisme, outre ce que je viens de dire là? Bien, en fait, on avait dit, bien effectivement, c'est pour la vision, mais ils s'attendent aussi à ce que les citoyens soient en sécurité, qu'ils soient dans un bon entourage, un environnement sain et sécuritaire. Donc, il faut prendre des mesures, justement, pour améliorer le bien-être des gens. Exactement. Ils établissent, c'est pour ça qu'il y a un règlement de zonage qui permet d'interdire certaines affaires, que le propriétaire voisin, que lui démolisse sa propriété pour construire un garage. Donc là, ça brise l'harmonie du secteur ou du quartier qui est résidentiel. Parce qu'il y a des zones industrielles, il y a des zones commerciales, il y a des zones communautaires, il y a des zones résidentielles. Exact. Et il faut, quelquefois, avoir que des zones résidentielles. Oui. Il faut faire un bon mélange de tout ça. Exactement. Un plan d'urbanisme, c'est ça un peu, dans le fond. Hein? C'est-à-dire, c'est d'avoir the big picture, comme on dirait en anglais, donc avoir une vision globale. Oui. Hein? Pour ne pas prendre une décision, une micro-décision qui nous semble bien, mais qui en même temps peut avoir un impact tout autour. Exactement. C'est un schéma d'aménagement. Ça permet de savoir qu'est-ce que l'on veut faire selon le développement. Et on ne pense pas seulement là, mais on pense 20 ans,
30 ans, oui. 40 ans, 50 ans à l'avance. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça peut devenir, qu'est-ce que ça pourra engendrer dans le futur. Et ça fait aussi augmenter la valeur foncière d'une ville si on a pris les bonnes décisions. Puis effectivement, comme Cassandra l'a mentionné, s'il y a effectivement eu des bonnes décisions. Le zonage, parlons-en, je l'ai un peu expliqué rapidement. Mais... Oui. Le zonage, c'est un outil de réglementation. En fait, c'est comme une liste qui dirait qu'est-ce que vous avez le droit de faire, que vous n'avez pas le droit de faire sur un lot, un terrain, le cadrage que vous occupez. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, sur la superficie qu'une propriété occupera, on va dire, si on prend l'exemple d'une propriété à construire, à ce moment-là, on va dire, OK, sur ce terrain-là, la superficie d'espace vert devrait être de temps. La superficie habitable de la propriété devrait être de temps. Vous devez avoir 2 stationnements qui doivent être fournis. C'est ça, tant de stationnements pour tant de gens. Exactement. Donc, tout ça, ça permet d'établir une bonne propriété selon le secteur. Donc, le territoire voisin, il ne pourra pas avoir une tour de 20 étages si à côté, c'est un bungalow. Donc, le type de... le zonage, le règlement de zonage, pardon, il permet d'établir, de régulariser tout ça, que tout le monde, dans le même secteur, s'harmonise bien. Et c'est pour ça qu'il y a des plans d'aménagement. Exactement. Laval, disons-le, à une certaine époque, c'était pas leur priorité, mais on s'aperçoit maintenant, effectivement, qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de soucis au niveau de l'urbanisme. Oui, tout à fait. Depuis 1994-1995, les règlements, les normes ont beaucoup changé, ils ont beaucoup évolué, donc ils sont devenus de plus en plus sévères. Il y a plusieurs choses que les citoyens avaient le droit de faire en 94-95, mais que depuis, oui, ils protègent beaucoup la vision puis la sécurité des citoyens. Et on peut faire appel à eux si on a une question, si on cherche à avoir, je ne sais pas, peut-être même faire l'acquisition soit d'une propriété ou d'un terrain. Ah oui, encore là, c'est toujours, lorsque un propriétaire a un projet, soit d'ajouter un 2e étage à sa propriété ou bien des plans de rénovation, tout ça, c'est toujours bien d'aller consulter l'urbaniste. Oui, il faut soumettre pour obtenir un permis, bien évidemment, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur notre terrain. Parce que ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut décider de faire qui peut être réalisable. Et demandez si ce que vous êtes en train de faire à votre maison nécessite un permis ou pas. Ça nécessite toujours un permis. OK. Oui, c'est pour ça que c'est bien important de rencontrer. Sinon, il y a des amendes. Sinon, il y a des amendes. Exactement, des constats d'infraction qui peuvent être salés. OK. Qui vous a donné toutes ces bonnes informations, Cassandra? C'est M. Hainaut qui a été super gentil de m'accueillir et de répondre à mes questions. M. Hainaut de la Ville de Laval, merci beaucoup. Puis vous cherchez d'autres détails, je pense que la meilleure façon, c'est de passer sur laval.ca avec le service d'urbanisme qui a toutes les questions. Puis sinon, on peut vous écrire directement, Cassandra. Oui. Cassandra.prinville@tvrl.ca. Merci, Cassandra. À la prochaine. Merci à vous. À la prochaine. On a présentement avec nous Anita Vassiliou de Bonjour aujourd'hui et après. Je regarde parce que quand même, c'est difficile. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre organisme qui est un service de soutien à domicile. C'est quoi un peu ce service-là? C'est quoi la mission de ce service-là? Bien, justement, on favorise le maintien à domicile. On soutient les personnes en perte d'autonomie temporaire et permanente sur le territoire du CLSC des Mille-Îles en leur offrant une meilleure qualité de vie, une saine alimentation et pour briser l'isolement. Et ça, c'est pas seulement les personnes âgées. Quand on dit perte d'autonomie... Perte d'autonomie temporaire ou permanente, c'est toute personne qui a de la difficulté soit à faire ses repas, qui a des problèmes cognitifs, qui a besoin de répit. Ça, c'est considéré dans les personnes en perte d'autonomie. Ça, c'est un organisme à but non lucratif. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des activités de financement qui sont reliées. Oui. Donc, là, vous en avez organisé différents. Il y a un dîner-conférence. Oui, notre dîner-conférence, c'est que ça permet justement de rassembler les gens dans notre salle à manger et on traite de sujets que les aînés se questionnent. Donc, parfois, c'est la maladie cardiovasculaire, des fois, c'est l'Alzheimer et autres sujets. Et prochainement, le 15 mars, on va en avoir une sur comment vous retrouver dans vos papiers. Donc, ils vont, sous forme de jeu, ils vont expliquer les méthodes pour s'y retrouver plus facilement de classement. Ça, c'est pour les membres, pour les gens? Toute personne qui est membre de notre organisme peut participer
participer. Ça peut être aussi des personnes âgées. En autant que vous êtes membre, vous pouvez y assister. Il y a un dîner et ensuite il y a la conférence. C'est simplement le repas qu'on vous charge, 6 membre, 7 non membre. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour être membre? Bien, on a juste à appeler et payer la cotisation de 12 par année. Ah, OK. Mais ça offre beaucoup d'autres services. Et le 6 avril prochain, il va y avoir jusqu'au 11 mai 6 ateliers qui vont être sur comment mieux vivre en santé. Il va être les sujets de troubles du sommeil, prise de médicaments, les maladies, les douleurs articulaires, ça va être traité. Fait que ça, si les gens sont intéressés, ils appellent au bureau, ils demandent Valérie. On demande toujours bonjour aujourd'hui et après. Oui, exactement. Okay. Et aussi, il y a une autre activité que vous avez préparée, c'est la soirée casino. Oui. Parce que nous, on organise des activités d'autofinancement justement pour ramasser des fonds. Et cette année, on organise la soirée casino. C'est la première fois. Ça va avoir lieu le samedi 19 mars prochain, de 19h à 23h au sous-sol de la paroisse Saint-Sylvain. Et en ce moment, on recrute des croupiers qui aimeraient devenir bénévoles. Ça, c'est les soirées casino là, fictives, un peu, là, de la fausse argent. Oui, c'est avec des jetons. Et c'est organisé quand même par Technomage, là, eux autres, qui organisent des événements. Il va y avoir 15 tables de jeu. Ça va être vraiment gros. On attend 150 personnes. Donc, toute personne qui aimerait être croupier peuvent nous appeler. On cherche aussi des commanditaires de cadeaux pour offrir aux gagnants ou des commanditaires de table. Et naturellement, ceux qui veulent y participer pour venir jouer et s'amuser, bien, ils ont juste à nous appeler directement à notre bureau. OK. Oui. Et aussi, vous avez d'autres moyens de financer. Il y a le service de traiteur. Oui, le service de traiteur. Donc, toute personne qui désire soit un buffet froid ou des boîtes à lunch, ils nous appellent. Nous, on peut préparer ça. On peut aller le livrer aussi là, à l'endroit. C'est ouvert au public, là? Oui, ça, c'est ouvert au public. OK. Il y a des haltes repas. Oui, nous, on a une grande salle à manger où ce que les gens peuvent venir manger les repas qu'on prépare, justement. Tous les jours, on prépare des repas. Et ils peuvent venir manger de 11h30 à 14h. Le repas complet, 6 membres, 7 non membres, mais ça inclut beaucoup soupe, salade. Oui, c'est ça. Repas principal sans une sel. Table d'hôte, un peu. Oui, c'est ça, avec le dessert également. OK. Et il y a aussi des mets cuisinés. Est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire que les mets cuisinés, on les prépare, on les congèle et ça, les gens peuvent venir les acheter. C'est vraiment un prix abordable. Il y a aussi des rabais. Au 3e, vous économisez 1 $. Si vous êtes membre, il y a d'autres économies de 50 sous par mets. Ça, c'est tout pour qu'on puisse ramasser des fonds pour permettre d'offrir de meilleurs services à notre clientèle. À domicile. Et là, combien de gens que vous servez? À domicile? Bien, c'est-à-dire que c'est différent. Parce que pour la popote roulante, c'est environ une 60aine de clients. Parce qu'à tous les jours, depuis 37 ans, on prépare et on livre des repas chauds aux gens de Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul et le lundi et vendredi, c'est ceux de Saint-François. Parce que c'est ça, c'est la clientèle, dans le fond, du territoire d'Émile-Île. Oui, d'Émile-Île, oui, c'est ça. Donc, nous, c'est vraiment Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François. Bon, bien, excellent. Si on veut trouver l'information, vous avez un site Internet? Oui. Bonjour aujourd'hui et après? Pas tout à fait. Mais si vous tapez Bonjour aujourd'hui et après, vous allez le trouver. On est situé au 800 rue Montrose à Laval, près du centre d'achat du Vernet, 450-661-6716. Parfait. Et aussi, oui, allez-y. Et on invite les gens à aller à votre dîner-conférence, à vos ateliers et à la soirée casino. Oui, exactement. Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Nina Salconi, la formatrice en alphabétisation au Jardin de la Famille. Nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour cette conférence de presse. Et merci aussi de vous avoir déplacé dans cette température. Voici notre groupe d'alphabétisation. C'est juste pour mentionner que La Voix des mots, c'est un projet qui est supporté financièrement par le ministère de l'Éducation et des Études supérieures et de la Recherche. On va demander à Lindsay Giambastini de venir en avant. C'est madame qui va commencer à vous parler du projet. Bonjour, mon nom c'est Lindsay Giambattistini. Je vais vous présenter, moi je fais partie du groupe de La Voix des mots. Puis je vais vous dire c'est quoi la Voix des mots. La Voix des mots, c'est différents sujets culturels ou historiques que nous abordons dans notre cours.
Nous faisons une recherche sur le sujet sur Internet et ensuite nous écrivons un texte sur notre blog que nous avons corrigé ensemble. Bonjour Bobby. Allô? Oui, Bobby, pouvez-vous me donner des exemples de sujets de blog que vous abordez durant le cours? Ouais, on a fait sur la naissance de Laval, sur les résines de l'Halloween, sur les résines de Père Noël, sur le parc des Mille-Îles, sur les légendes québécois, sur les couverts de l'Anquatier. On fait des sorties, on a fait le salon du livre. Bientôt, on s'en va au musée La Pointe-à-Caillère. Maria Katsaranis? Non. Oui? Toi, la voix des mots, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte de la confiance, de l'intérêt à lire et à écrire davantage sur le blog. Et ce que je peux améliorer et taper plus vite à l'ordinateur. Toi, M. Lévesque? Ben moi, ça apprend à essayer un ordinateur, puis de montrer aux autres quoi on est capable de faire avec un ordinateur. Chantal Brisebois? Oui? Est-ce que je pourrais savoir, toi, ce que tu as préféré du projet La Voix des mots? J'aimerais apprendre... j'aimais apprendre la culture autochtone. Jacques Cartier. Vous avez aimé apprendre sur les découvertes de Jean Cartier? Exactement. Ça vous a fasciné? Oui. Moi, je préfère faire le montage de photos. Ah, ben merci! Le blog, c'est interactif, hein, fait que vous pouvez aller lire, vous pouvez mettre des commentaires, c'est ouvert à tous. Là, puis les participants, ils aiment ça, c'est des gens qui vont lire leur blog. Merci. Il est la cerise sur le Sunday de chacune de nos émissions. C'est notre critique cinéma. Je l'appelle NVP Nicolas Vincent Poirier. Merci d'être encore là avec nous à chaque semaine. Bonjour Eric. Tu as regardé la soirée des Oscars la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était une belle soirée, bon, malgré la controverse qu'il y a ces temps-ci à Hollywood, à propos des Noirs qui n'auraient pas assez de rôles importants. Il n'y a pas assez de nominations, c'est ça. Et je pense que Chris Rock a fait un très beau travail. Il en a ri d'une belle façon. C'est une très belle soirée. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, pour être honnête avec toi, les Oscars, parce que c'est très long. Bon, il y a beaucoup de bon, on voit la musique, c'est très protocolaire. On entend la musique de chacun des films qui sont pas nécessairement ma partie préférée. Moi, tout ce que t'aimes, c'est t'asseoir dans une salle de cinéma, regarder le film, oui, c'est ça. Dire, il est-tu bon ou il est pas bon? C'est à peu près ça. Le reste, c'est protocolaire. Es-tu content quand même que Leonardo DiCaprio ait gagné un Oscar? Il était temps. Oui, hein? C'était quoi, sa 6e fois qu'il était en nomination? Oui. Et enfin, il l'a eu. The Revenant, c'est un bon film. Hein? Oui, c'est un très bon film. Il méritait, je pense, tous les Oscars qu'il a gagnés. Mais écoute, c'est un végétarien, puis il a vraiment mangé un foie de bison pour de vrai. Juste ça, là, comme donnez-lui l'Oscar. Ça mérite un Oscar. OK, cette semaine, on parle d'une nouvelle collaboration, qui n'est pas la première entre Steven Spielberg et Tom Hanks. C'est le film Le Pont des Espions, qui a eu qu'un Oscar. Oui, tout à fait. Ouais. Meilleur acteur de soutien pour Mark Rylance, qui est très bon dans son rôle, qui joue le rôle d'un espion russe qui est capturé à New York. Et c'est basé sur un fait vécu. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est de la manière qu'il s'est fait capturer. C'était une pièce de 25 sous, je pense, et à l'intérieur, il y avait des microfilms, pareil comme dans les films James Bond. Okay. Mais ça, dans la vraie vie, c'est vraiment arrivé. Et la manière que l'espion russe s'est fait prendre, c'est que cette pièce-là, il a été acheté un journal avec. Et là, le petit gars qui a acheté le journal, il a senti que la pièce était un peu vide. Il l'a ouvert et dedans, il y avait un microfilm. Et bon, dans ce film-ci, l'espion se fait arrêter. Il faut se rappeler que c'est la guerre froide. Et là, bon, l'opinion américaine, bien, tout le monde, évidemment, est contre cet espion-là. On demande, bien, il faut évidemment que quelqu'un le représente, il faut qu'il passe en cours, il faut que ce soit... C'est ça, il faut que ce soit bien fait pour avoir une bonne opinion publique de ce qui se passe présentement. On demande à Tom Hanks, bien, le personnage que Tom Hanks interprète, qui est James Donovan, qui est un avocat, mais
Au niveau des assurances, donc, c'est pas un avocat criminel à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas les qualités requises pour défendre son client. Non, mais on lui demande parce qu'il faut bien que l'accusé ait une défense. Donc, ça se passe et finalement, bon, il est reconnu coupable, évidemment, et là, le juge, bon, veut le condamner à mort, c'est un espion. Et là, lui, Donovan, il dit, ben non, peut-être qu'on devrait le garder, c'est juste au cas où, à un moment donné, il y a un échange. Qu'est-ce qui arrive si un de nos espions à nous est capturé par les Russes? Ah ben là, ils l'ont gardé vivant, ils ont changé la peine pour prison à vie. Et c'est ce qui s'est passé en Russie par la suite. C'est un avion U-2. De là, le groupe U-2, c'est de là qui ça vient. Qui est un avion espion. Oui, tout à fait, avec des caméras. L'avion se fait, s'écrase, se fait abattre, s'écrase, il capture le pilote. Et là, tout à coup, ben là, les Russes ont un espion américain, si on peut dire ça comme ça. C'est sous Khrouchtchev, ça me semble. C'était sous l'époque de Khrouchtchev. Mais ça, c'est moi, dans ma tête, je fouille. Mais on est quoi, dans les années 40? Non, beaucoup plus après. Ça, c'était en 1960. Ah oui, si tard. C'était en 57 que l'espion russe s'est fait prendre aux États-Unis. Donc là, on est vraiment dans les années 60. C'est ça, les années 60, ou peut-être entre 60 et 62, dans ces coins-là. Ça fait-tu un bon film? Est-ce que c'est une histoire qui est riche et qui est intéressante à regarder? Oui, c'est un bon film. C'est intéressant. Est-ce que c'est le meilleur film au monde? Non. Probablement pas, parce que sinon, il aurait été publicité aux Oscars. Hein? Il aurait été mentionné plusieurs fois. Mais moi, je pense que ça, c'est un projet plus personnel de Spielberg. Puis mon impression par rapport à la carrière de Spielberg ces temps-ci, c'est que, bon, il y a eu tout le succès commercial qu'il veut. Et là, il se fait plaisir. Il fait ce qu'il veut. Pas dans la quantité, il fait dans la qualité. Exactement. On peut dire. Lui, ça doit être un projet qui lui tient à cœur, ce film-là. Et d'ailleurs, ça fait depuis les années 60 qu'on essaie de faire ce film-là. C'est assez surprenant. C'est que, je me rappelle plus son nom, James Donovan, celui qui a passé à travers toute cette histoire-là, une fois que son périple s'est terminé, parce qu'il va aller jusqu'en Allemagne à la fin pour faire l'échange des prisonniers. Donc, le pont des espions, c'est ça? C'est ça, qui a été tourné vraiment à ce même pont-là. OK. Et si jamais il y en a à la maison qui veulent peut-être tourner quelque chose à ce pont-là, c'est pas cher. Ça coûte seulement 10 ou 11 000 euros pour avoir droit à cet espace-là pour un tournage. Il ferme le pont. C'est ça, il ferme le pont. Par contre, c'est pas l'argent le problème, c'est le temps. Ça a pris 5 mois à une personne qui travaille dans l'équipe de Spielberg, bien sûr, pour avoir toutes les autorisations nécessaires. 5 mois de paperasse et de bureaucratie, de tout ce qui vient avec. Parce que l'autre bord, c'est la Russie. C'est ça, mais vu que c'est un site historique, c'est un site important, il y a eu beaucoup d'échanges d'espions là. Donc, il faut beaucoup d'autorisations, c'est très compliqué. Bon, ils ont réussi à l'avoir, mais James Donovan, lui, une fois que cette histoire-là s'est terminée, il a écrit son histoire, il a raconté ce qui s'est passé. Et quelques années après, je pense que c'est l'année d'après, en 65, MGM, il a acheté les droits pour adapter son histoire au cinéma. Et c'était Alec Guinness qui était censé interpréter le rôle de l'espion, celui que Mark Rylance a eu un Oscar hier pour son rôle. La semaine dernière, veut dire. C'est ça, la semaine dernière. C'est ça. pour son rôle, mais c'était censé être Alex Guinness qui allait avoir ce rôle-là. Alec Guinness qui est décédé, si je ne me trompe pas. Non? Il est décédé dans les années 80, début 80. C'est ça, exactement. Et finalement, ils ont décidé de ne pas faire le film parce que, bon, c'était encore la guerre froide en 65 et c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce film-là à l'époque. OK, sur 5 étoiles, tu lui donnes combien, Nicolas? 3. 3? Oui. C'est un bon film et je pense que Spielberg aurait été très bon à faire d'autres films d'espions. Malheureusement, il n'a pas fait beaucoup jusqu'à date, mais qui sait? Mais c'est une belle collaboration entre Tom Hanks et Spielberg, des grands amis. Sa quatrième, oui. C'est ça, exactement. Bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ça conclut notre émission pour cette semaine. Nous aimerions faire parler de vos événements, votre association, votre organisme. Voici les différentes façons pour entrer en contact avec Laval et compagnie. Par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager sur le web une portion de cette émission, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.ca ou encore sur YouTube. Bien, merci à tous ceux qui se sont déplacés en studio, nos invités, notre excellente équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses, de même qu'à l'équipe de réalisation et de production de cette émission. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent
s'en occupe et s'en préoccupe. Merci d'avoir pris la relève d'Amélie à pied levé, d'ailleurs. Oui. Pas facile. Mais ça m'a fait plaisir. Merci, Nancy. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Au revoir.